Bonsoir à tous, vous êtes sur Bonferré Télévision qui émet depuis Niamey, la capitale du Niger. Il est 21 heures. Bienvenue dans cette session d'information dominicale en ce dimanche 9 juillet 2023. La Covid-19 n'est plus une préoccupation en termes de santé publique. Plusieurs pays de par le monde ont d'ailleurs relégué la vaccination contre cette maladie au second rang. Notre pays s'est fixé comme objectif la vaccination d'au moins 44% de sa population adulte. Aujourd'hui, un peu plus de 22% de personnes adultes ont au moins reçu une dose contre la Covid-19. On suit le dossier signé Youssoufou Haïdara. Nous sommes ici au vaccinodrome de l'autogare Wadata, situé en plein cœur de la ville de Niamey. Un centre de vaccination créé par les autorités sanitaires pour rendre plus accessible la vaccination contre la COVID-19 à la population nigérienne. Aujourd'hui, le vaccinodrome est presque vide, contrairement au mois précédent où l'on trouve l'endroit bondé de monde. Selon les explications de l'équipe de vaccination trouvée sur place qui ont préféré garder l'anonymat, l'affluence dépend des périodes des grands mouvements des personnes, comme les départs pour le Hajj ou encore les jeunes qui vont en exode après les récoltes. C'est en mars 2021 que le Premier ministre d'antan, Birji Rafini, a lancé la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Niger. Selon les autorités, la campagne se poursuivra selon la disponibilité des doses du vaccin. Depuis le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Niger, le pays fait face à de nombreux défis pour atteindre son objectif de couvrir 44% de sa population adulte. Un an plus tard, les chiffres de la couverture vaccinale restent bien en deçà des attentes, avec seulement 22% de la population adulte ayant reçu une dose de vaccination selon le rapport annuel de l'OMS. Seulement 2 149 131 personnes ont été complètement vaccinées au terme de la 7e campagne de vaccination. Qu'est-ce qui justifie alors ce ralentissement dans la couverture vaccinale? Plusieurs facteurs ont contribué au ralentissement de la campagne de vaccination au Niger. Tout d'abord, les problèmes d'approvisionnement en vaccins ont été un défi majeur. Le pays dépend largement des fournitures de vaccins internationaux, ce qui a entraîné des retards et des pénuries. D'ailleurs, de mars 2021 à décembre 2021, le pays dépend directement de la générosité des pays amis pour son approvisionnement en vaccins contre la COVID-19. La première campagne de vaccination proprement dite a débuté en mai 2021, suivie de la deuxième en juin 2021, la troisième en octobre 2021, la quatrième en décembre 2021, la cinquième en février 2022, la sixième en juin 2022 et la septième en octobre 2022. Aussi, il y a l'accès aux centres de santé dans les régions du pays qui a joué un rôle dans le ralentissement de la couverture vaccinale contre la COVID-19 au Niger. Il a fallu le mois de juin 2022, grâce à l'acquisition des doses de vaccins à travers le mécanisme COVAX, pour que le Niger lance une grande campagne d'envergure qui couvrira l'ensemble du territoire du pays via les hôpitaux des districts situés dans les départements. Avec la saison du pèlerinage à la Mecque et que la vaccination contre la COVID-19 fait partie des exigences des autorités saoudiennes pour y participer, le nombre de personnes complètement vaccinées a passé au double de 500 888 à 1 309 931 selon l'OMS. À cela s'ajoute la désinformation sur la vaccination contre la COVID-19. Cependant, des efforts ont été fournis par les autorités pour augmenter la couverture vaccinale. Face à ces défis, le gouvernement nigérien a intensifié ses efforts pour augmenter la couverture vaccinale. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pour lutter contre la désinformation et la méfiance à l'égard du vaccin. Des centres de vaccination temporaires ont également été mis en place dans les zones reculées pour faciliter l'accès aux vaccins. Pourtant, la gestion des épidémies n'est pas une situation nouvelle au Niger. Ce dernier s'est fait distinguer dans la gestion de la couverture vaccinale dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite, comme en témoignent ces données de 2017 à 2019. C'est le même cas pour les campagnes de vaccination contre la rougeole de 2017 à 2019, où plus de 800 000 enfants ont été vaccinés seulement en 2017. La gestion de la pandémie a eu une répercussion sur la fréquentation des centres de santé au Niger, comme le note le rapport annuel 2022 de l'UNICEF.
Le taux déjà faible de consultation de CP-N4 a diminué, passant entre 2021 et 2022 de 40,3% à 33%. En revanche, le taux d'accouchement assisté a augmenté sur la même période de 34,5% à 40,2%. En 2022, 467 909 femmes enceintes sur un total de 1 282 874, soit 36%, ont été dépistées pour le VIH et 1773 testées positives, 0,38%, tandis que 1179 sur les 1560 attendues ont été mises sous ARV, 16% contre 41% en 2021. Entre 2021 et 2022, la proportion des districts sanitaires ayant connu une épidémie de rougeole a baissé de 74% à 53%, mais le nombre de districts sanitaires à haut risque de tétanos maternel et néonatal a augmenté de 1 à 13. Le pays a maintenu son statut zéro poliomyélite sauvage et d'élimination du tétanos maternel et néonatal grâce au renforcement de la vaccination de routine. Fin décembre 2022, 1 21 370 enfants de moins d'un an ont reçu leur Penta 3, 99% avec 94% des districts sanitaires qui ont une couverture d'au moins 80%. La qualité et la disponibilité de vaccins ont été soutenues par le maintien du score de gestion efficace des vaccins à 83%. Désormais, la situation de la pandémie de la COVID-19 est pour le Niger une expérience en matière de la prise en charge des crises sanitaires de grande envergure et ça a permis au Niger de mettre en valeur ses relations avec les institutions internationales pour une réponse efficace contre la pandémie. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA décide de lever les sanctions infligées contre le Mali depuis janvier 2022. Par cette décision prise ce jour même, l'UEMOA accepte ainsi le retour du Mali au sein de ses instances décisionnelles. Le point avec Balima Bourema. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a décidé de lever les sanctions contre le Mali au terme de sa session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue ce dimanche 9 juillet 2023 à Bissau sous la présidence de Mohamed Bazoum. Concernant le Mali, la conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l'UEMOA prise le 9 janvier 2022, indique le communiqué final de la conférence. Le Mali et le Burkina Faso ont été suspendus des instances de l'Union à la suite des coups d'État militaires qui ont évincé les présidents démocratiquement élus. Le Mali a montré des signes de retour à une vie constitutionnelle avec l'organisation le 8 juin dernier du référendum pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale, ce qui présage l'organisation prochaine des élections générales. Juste après le coup d'État, le calendrier électoral prévu par les militaires au pouvoir au Mali n'a pas été approuvé par les instances de l'Union, estimant que la période est longue pour une transition militaire. Le retour du Mali dans les instances de l'UEMOA détend l'atmosphère entre les responsables militaires au pouvoir depuis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et les instances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La conférence ne s'est pas prononcée sur le cas du Burkina Faso. Pas de troisième mandat pour Macky Sall, le président du Sénégal. Il a fait l'annonce il y a un peu plus d'une semaine au lendemain de la fête de Tabaski. La décision a été saluée un peu partout sur le continent africain. Pour l'enseignant-chercheur à la retraite, Dr Bounti Diallo, Macky Sall n'avait pas le choix. Il devait renoncer à ce troisième mandat au risque de voir son pays s'embraser. On fait le point dans ce sujet signé Sidi Kouharouna. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Au terme d'un discours télévisé de plusieurs dizaines de minutes, le président Macky Sall a mis fin à plusieurs mois de doutes et de suspicions sur son éventuelle candidature à un troisième mandat au Sénégal. Une adresse populaire qui aura eu le grand mérite de faire retomber la pression et surtout
les violences qui ont occasionné des dizaines et des dizaines de morts dans le pays. Cette sortie médiatique est assurément une très bonne chose et est saluée comme telle par tous. Une question demeure cependant sans réponse. Quelles ont été les motivations de cette adresse télévisée tardive? Vous savez que la rue était mobilisée. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 2 séquences. La première séquence, les premiers affrontements, il y a eu une trentaine de morts. Les derniers affrontements, il y a eu 26 morts. Tous ces gens-là, Macky Sall les a quand même sur la conscience. Et en plus, c'est qu'il s'est rendu compte que la rue étant tellement en ébullition qu'il était quasiment impossible d'aller organiser des élections sereines et diriger le pays de manière tout à fait normale. Il a consulté tout le monde. Je crois que très peu de Sénégalais l'ont encouragé. Il dit d'ailleurs que la Constitution lui donne de faire un 3e mandat. Je pense qu'il interprète mal la Constitution. Il a fait venir des constitutionnalistes. Il y a eu des confrontations, en tout cas, entre constitutionnalistes. Il est impossible pour lui, en tout cas, d'aller vers un 3e mandat. Le Sénégal est l'une des plus anciennes démocraties en Afrique. Pour l'analyste politique, Macky Sall ne peut ne pas croiser le fer de lance de la démocratie au Sénégal qu'est la jeunesse. La même jeunesse qui lui a permis d'arracher le pouvoir d'entre les mains de Wade, lui-même engagé à faire valoir ses droits à un 3e mandat. La démocratie sénégalaise ne sera pas renforcée parce que justement il a piétiné toutes les règles de la démocratie. C'est plutôt la jeunesse sénégalaise qui sort renforcée du fait que maintenant tout le monde se rend compte qu'il y a une prise de conscience que cette jeunesse-là n'accepterait pas qu'on lui impose tout ce qu'on veut, que cette jeunesse-là, en réalité, elle est consciente, elle est éveillée, elle est décidée, en tout cas, à imposer les valeurs démocratiques. Macky Sall n'impose pas les valeurs ici. Il respectait la démocratie, il n'y aurait pas eu autant de morts. Donc, en réalité, c'est parce qu'il a voulu piétiner la démocratie que la jeunesse sénégalaise lui a fait comprendre que c'est quasiment impossible. Il faut qu'il respecte les règles démocratiques. Il ne les respecte pas parce qu'il le veut, il les respecte parce qu'on le lui a imposé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour Dr Amadou Bounti Diallo, Macky Sall a reculé sous la contrainte, même s'il estime n'avoir eu aucune volonté de se représenter une 3e fois. À ce titre, il le prend pour responsable de tous les crimes perpétrés dans le sillage des luttes menées pour contrer les dites velléités. Par conséquent, il suggère vivement la tradition du président Sall devant les juridictions, le moment venu pour qu'il réponde des actes perpétrés. Le 31 décembre 2023, ce sera la date butoir pour le retrait total et définitif de la MINUSMA du Mali. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans le pays a présenté le plan de retrait de ses troupes aux autorités maliennes. La MINUSMA, c'est plus de 15 000 hommes civils et militaires et ils auront un délai de 6 mois pour plier bagages du Mali. Hussein Assoumi. Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, mise en place en 2013, va définitivement se retirer du Mali le 31 décembre prochain. Pour cela, le représentant spécial du secrétaire général El Ghassim Ouane s'est entretenu avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop pour lui présenter son plan de retrait. Selon lui, ces retraits nécessitent le soutien de l'État malien. Les Nations Unies sont déterminées à assurer la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés et pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État malien. La MINUSMA a un effectif de plus de 15 000 personnes civiles et militaires venant de plusieurs pays du monde avec armes et bagages qui a 6 mois pour quitter. Un délai que juge court M. Ouane. Il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir répondre avec promptitude. Nous nous sommes entendus sur ce qu'il y a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 2023. Un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement va se réunir dans les 48 heures pour déjà pouvoir commencer le travail. C'est le 30 juin dernier que le Conseil de sécurité a décidé de ne plus renouveler le mandat de la MINUSMA. Le gouvernement malien a accusé la force onusienne d'ingérence dans la question de sécurité
malienne. Place à présent à la revue de la presse du groupe de radio et télévision Beauferré. Excellente réception chez vous. Bonsoir. Je suis avec Moustapha Zongoma pour la une des journaux. Moustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Après cette fête de Tabaski, sur quoi nos confrères de la presse écrite se sont penchés cette semaine, Moustapha? Aminata, essentiellement sur le bilan des élections législatives partielles de la diaspora au niveau du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, comme en témoigne cette une du quotidien Le Renouveau du lundi dernier qui a titré à sa une « Élections législatives partielles de la diaspora, une défaite et des doutes pour le PNDS Tareya ». Le confrère écrit le 24 décembre 2022 à l'endroit des militants venus assister au 8e congrès du PNDS Tareya, l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou a eu ces mots. Il y a 32 ans, le PNDS Tareya a été créé dans une salle de classe. Vous en avez fait le parti le plus puissant de l'histoire démocratique de notre pays, le premier parti politique de l'histoire du Niger à avoir fait élire 2 présidents de la République, Mahamadou Issoufou en 2011 puis en 2016 et Bazoum Mohamed en 2021. Un peu moins de 6 mois après ces assises, une petite défaite électorale est venue mettre en lumière les couacs qui affectent le parti au pouvoir. Les résultats des élections législatives partielles organisées le 18 juin 2023 au titre de la diaspora n'ont pas été à la hauteur des attentes des taréistes. En termes de voix engrangées, on peut parler d'une relative marée rose, 30 754 voix sur un total de 96 242 jugés valides. De ce point de vue, le PNDS Tareya reste en tête, sauf que cette moisson, aussi honorable soit-elle, ne permet pas au parti au pouvoir de garder la main haute sur le vote des Nigériens vivant à l'étranger. Avec ses 2 sièges sur les 5 mis en jeu, le PNDS Tareya a fait moins que son score de 2016, rappelle le journal. En vérité, la famille politique d'Issoufou Mahamadou est en train de régresser. Elle n'a pas pu conserver ses 3 sièges de député au titre de la diaspora. Sûr de son poids électoral, le parti au pouvoir a tout bonnement dormi sur ses lauriers. Le PNDS Tareya a surestimé ses forces et pour d'aucuns, ces élections législatives partielles sont les signes avant-coureurs de l'implosion imminente qui guette le parti au pouvoir. À 2 ans et demi des élections générales, le parti au pouvoir est condamné à faire son introspection sans concession aucune. Les taréistes doivent avoir en tête cet avertissement lancé par Issoufou Mahamadou. L'histoire nous enseigne qu'on est toujours vaincu par sa propre faute et toujours victorieux par la faute de l'adversaire. L'hebdomadaire satirique nigérien d'information générale Le Hérisson nous apprend qu'après sa défaite aux législatives partielles, le PNDS cherche ses failles. Effectivement, et ces failles, le parti le cherche à travers une série d'interrogations. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment, de 3 députés au niveau de la diaspora dans la précédente législature, le parti s'est retrouvé avec 2 députés à l'issue des partielles du 18 juin 2023. Ce sont là donc les questions qui taraudent les esprits au sein du PNDS Tareya, écrit le journal satirique Le Hérisson de cette semaine. Pourtant, la mayonnaise donnait l'impression d'avoir pris, car comparativement à 2016, le comité exécutif national, le sein du parti, s'est cette fois-ci mouillé le maillot. Même le président du parti, Fumako Egado, s'est mis de la partie, histoire sans doute pour lui de saisir la belle occasion de marquer à lettres d'or ses débuts de la présidence à la tête du PNDS Tareya. Avec un siège de moins pour la représentation de la diaspora dans la législature en cours, faut-il dire que Fumako Egado a raté son examen? Le confrère s'interroge. À l'interne du parti, les avis sont bien évidemment partagés sur la question. Pour certains, c'est un camouflet dès lors que le principal parti d'opposition, le modèle Lumana Africa, a pu conserver ses 2 sièges, faisant montre d'une grande résilience, tandis que le PNDS Tareya aura reculé d'un pas. Pour d'autres, par contre, parler de camoufler, c'est trop dire dès lors que l'avance en nombre de voix recueillies par le PNDS Tareya sur son poursuivant est très important. Toutefois, tous sont unanimes à reconnaître qu'il s'agit d'une défaite. Quant au journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, il a titré à ce sujet « Politique et élections Bazoum Tareya, l'heure des bilans et des conflits ». Aminata, le confrère écrit: le parti d'Issoufou Mahamadou et de Pierre Fumako Egado vit des heures difficiles depuis l'annonce de la débâcle du parti aux élections législatives partielles de la diaspora.
Les responsables du parti ont compris que des transformations pouvant conduire à une descente aux enfers consécutive à son excroissance artificielle est en train de s'opérer. D'ailleurs, le parti aurait tenu en fin de semaine dernière une réunion pour comprendre la situation en son sein et lire les résultats issus de ces élections. Dans la recherche des raisons pouvant expliquer cette débâcle du parti rose aux législatives partielles, le journal Le Monde d'aujourd'hui évoque la fraude qui a moins fonctionné dans ces élections, étant donné que Issoufou Mahamadou ne tient plus les règnes. Bazoum Mohamed ne pouvant pas se mêler des trafics des résultats, il aura laissé ces résultats se relever en toute objectivité. Le canard en furie de cette semaine dresse un bilan de la gestion des régimes de la Renaissance et c'est sous le titre « Gouvernance politique, pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité et pas d'argent ». Où le président Bazoum mène-t-il au juste le Niger? Pour ce faire, le confrère a comparé la gestion du président Bazoum Mohamed aux écrits de l'écrivain franco-martiniquais Franck Fanon, intitulé « Les damnés de la terre », un ouvrage paru en 1961 dans un contexte de décolonisation inaugurale du continent africain. Plus de 60 ans après la sortie de ce livre, l'on peut légitimement se demander si ce titre ne serait pas approprié à décrire la situation du Niger sous le règne de Bazoum Mohamed que le confrère qualifie de calamiteux. En plus d'être le dernier pays de la planète en matière d'indice de développement humain IDH, le Niger d'aujourd'hui se caractérise par une situation sécuritaire très préoccupante dans les régions de Difa et Tillabéri, par une grande dégradation continue du système sanitaire et du bien-être social, avec les pénuries fréquentes d'eau et d'électricité dans les grandes villes du pays et par une montée vertigineuse du coût de la vie et la chute du pouvoir d'achat chez les classes pauvres et moyennes. Et le paradoxe de ce Niger d'aujourd'hui réside dans le fait que la richesse nationale a connu une croissance spectaculaire ces 10 dernières années avec l'exploitation de l'or noir, c'est-à-dire le pétrole. Mais c'est dans ce même contexte que les difficultés existentielles des citoyens se sont accrues dans le pays, notamment dans les domaines précités, sécurité, santé, éducation, eau ou encore électricité. Comme l'on peut le constater, le déclin actuel du Niger n'est pas la conséquence directe de la pauvreté économique ou de la situation géographique, le Sahel, le Sahara, mais plutôt la résultante de la gouvernance politique du régime de la Renaissance du Niger en ses actes 1, 2 et 3. Face à toutes ces équations, à plusieurs inconnus, le président Bazoum ne semble pas avoir les bonnes réponses à cause justement de son déficit de capacité à initier les réformes nécessaires pour améliorer la situation, estime le confrère. Dans ces conditions, l'on ne peut exprimer que plus d'inquiétude dans la gestion politique du pays qui n'augure guère des lendemains qui enchantent pour le Niger. Comme l'affirmait Hegel, une de ses muses, rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Et Bazoum Mohamed n'a pas visiblement cette passion pour le pouvoir, conclut le confrère. Et dans le même chapitre de la gouvernance, l'hebdomadaire L'éclosion numéro 246 du 4 juillet 2023 a titré « Groupe criminel aux 4 points cardinaux du pays, le Niger cerné par l'insécurité et le président Bazoum emprunte la mauvaise route ». Le journal Le Point News du mercredi 4 juillet 2023, lui, s'intéresse au bilan du président Bazoum dans le secteur éducatif. Et pour le confrère, l'école nigérienne désormais sur orbite. Vendredi 2 avril 2021, en pleine année scolaire 2020-2021, Mohamed Bazoum, fraîchement investi des lourdes charges de la nation nigérienne, a solennellement pris l'engagement de redorer le blason terni de l'école nigérienne et ce avec fermeté. Et c'était en ces termes: je ferai de l'éducation un domaine dont je m'occuperai personnellement autant que je m'occuperai de la sécurité, a-t-il martelé. Et depuis, l'homme n'a fait que multiplier les initiatives, les rencontres avec les partenaires sociaux, financiers, techniques, les amis de l'école pour donner corps à son vœu cher, celui de relancer pleinement et efficacement le secteur éducatif nigérien. En si peu de temps, force est de constater et de reconnaître les efforts entrepris dans ce domaine par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers commencent à porter leurs fruits selon le journal Le Point News. Des classes en matériaux définitifs sont construites pour en finir avec celles en paillotes qui ont fait payer aux scolaires nigériens un lourd tribut du sang. Mieux, le gouvernement a procédé à des recrutements d'enseignants aussi bien de base que du secondaire, répondant ainsi à des préoccupations longtemps exprimées aussi bien par les enseignants que par les scolaires eux-mêmes. En prenant langue à bâton rompu avec les enseignants, un mois seulement après sa prise de fonction à la tête de l'État, Mohamed Bazoum a fait du dialogue son credo, ce qui a eu le mérite d'apaiser les tensions et asseoir
les bases d'un climat social serein au sein du secteur éducatif nigérien. Conséquence, l'année scolaire de 9 mois s'est déroulée normalement sans grand couac et les programmes d'études exécutés à près de 90%, sinon plus, selon les établissements. L'école nigérienne est en train de renaître de ses cendres avec une année scolaire 2022-2023 sans enclos qui a tenu toutes ses promesses. Elle vient d'ailleurs d'être couronnée par une organisation réussie en juin des examens de fin de cycle de formation professionnelle et technique conformément au calendrier. La relance du système éducatif nigérien est désormais en marche. Un état de fait qui démontre une fois de plus l'engagement du président de la République, Bazoum Mohamed, en ce qui concerne le système éducatif nigérien, estime le confrère. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.